Bonjour à tous, bienvenue dans cette faculté de médecine. Je suis Jean-Luc Dubois-Randé, je suis doyen de cette faculté qui a 4000 étudiants, pour vous situer les choses, qui va être refaite complètement, et c'est ce que je disais à madame, donc l'ensemble des 3 prochaines années verra totalement la reconstruction, la réhabilitation de ce bâtiment qui date des années 70, avec enfin un accès handicapé digne de ce nom pour... et je m'excuse auprès des personnes qui ont eu des difficultés pour venir. Merci à Claude, merci à l'ensemble de l'équipe travaillant autour de ce syndrome qui, vous le savez vous-même, est quelque chose qui, même au sein d'une faculté de médecine, reste très mystérieux, puisque les chiffres annoncés sont parfois très bas et en contradiction avec une réalité que vous allez exprimer et que Claude m'a exprimé. Et on reste à des chiffres orphanettes qui sont quand même très bas et qui font penser pour la plupart des gens qui sont dans une faculté de médecine que c'est quelque chose de très rare et par conséquent qui s'enseigne de façon un petit peu à la marge. Et je crois que vous êtes en train de reprendre un peu l'ensemble de ce syndrome qui bien sûr est hétérogène, mais qui là mérite aujourd'hui en 2015 de nouveau d'être exprimé de façon beaucoup plus claire pour une population médicale et pour également une population grand public. Et ça, évidemment, vous connaissez bien le sujet. Merci à Claude également qui travaille sur le sujet depuis longtemps, qui m'a convaincu d'ailleurs de l'importance, vous voyez, il faut même convaincre parfois, de l'importance du sujet et des conséquences. Alors bien sûr, moi je suis cardiologue, donc j'ai vu cette maladie sur son expression qui est vasculaire, du temps où je faisais du vasculaire. Mais aujourd'hui, au-delà de cela, voilà, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus large, bien sûr, avec évidemment des éléments parfois caricaturaux qui caractérisaient ce syndrome autrefois sur les hyperlaxités. Mais voilà, tout ça maintenant se met dans une dynamique tout à fait différente, scientifique, et vous êtes là pour en parler. Je ne serai pas beaucoup plus long. Je vous souhaite un très bon congrès, un très bon meeting. Welcome for those speaking English. I know that some of you are not speaking French currently, but welcome for everybody. Bonne journée à tous et bon congrès. Merci. Un très grand merci. Un très grand merci à mon ami professeur Dubois-Randé qui a effectivement nous a aidé aussi à construire une formation, puisqu'on a un certificat universitaire avant que ce soit un diplôme spécialement destiné aux professionnels de la santé sur le syndrome des nerfs dans l'os, car ce colloque, qui est un grand groupe de travail qu'on a voulu élargir à d'autres amis de différentes régions qui connaissent très bien ce syndrome, qui ont une grande expérience, parce qu'ils ont vu beaucoup de cas, car il y en a beaucoup. Et cette formation, le colloque, d'autres colloques, j'espère, auront lieu peut-être chaque année, avec une association qui va se créer tout à l'heure de médecins autour du syndrome des nerfs dans l'os. Voilà, je ne monopolise pas la parole du tout parce qu'on a beaucoup de choses à se dire et je vais donc vous redire combien je suis heureux que vous soyez là, combien je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont effectivement aidé énormément à organiser les choses et qui travaillent avec beaucoup d'acharnement pour faire avancer la question. Le professeur Rodney Graham est un pionnier dans ce domaine. Il est très connu des milieux rhumatologiques français depuis longtemps parce qu'il est aussi francophile. Et c'est cette sorte de gageur de faire un congrès que nous voulons francophone, parce que j'aime beaucoup parler français, malheureusement je parle très mal anglais, c'est une génération on n'a pas appris, c'est dommage, mais il a l'élégance de présider un colloque francophone étant de Grande-Bretagne. Donc je veux vous donner la parole pour introduire, et il va nous accompagner toute la journée, présider chaque table ronde et faire aussi la fermeture.
Et la question qui se pose peut-être encore, c'est quoi de présider ce colloque? On en a parlé hier soir, et ça va se passer très bien parce que vous êtes le lien. Voilà. À quoi ça sert un président? Mais sans président, il ne se passe rien. Et je pense que c'est tout à fait nécessaire. Et surtout, il y a le lien avec le passé, parce que toute l'antériorité du travail qu'il a fait, et puis le futur qu'on va construire ensemble, puisque c'est les traitements, pas seulement la discussion sur la classification, les traitements, et ça qui est très important, les traitements et le futur. Et donc, vous êtes le grand passeur de ce problème. À vous, cher ami. Mesdames, Messieurs, vous m'écoutez bien, vous m'entendez bien? Merci. Chers collègues, je voudrais d'abord remercier les organisateurs, surtout le professeur Claude Harmonet, pour l'invitation de venir ici à Paris pour assister et participer dans ce colloque. Et je vous remercie de tout mon cœur. C'est pour moi un grand privilège d'être invité à prendre la présidence d'un colloque si impressionnant au sujet du syndrome Ehlers-Danlos. Mon intérêt dans ce syndrome m'a occupé plus que 45 ans. Ma première publication datait de 1969 était sur l'élasticité de la peau dans le SED, une étude que j'ai faite avec mon grand ami Peter Byton à Londres. Assisté peut-être plus de 150 médecins et chercheurs ici dans cette salle pour délibérer sur le SED ensemble pendant 9 heures est un exploit magnifique qui serait impossible, par exemple, dans mon pays, car en général, on trouve peu d'intérêt parmi les médecins ou spécialistes concernant les maladies des tissus conjonctifs. Moi, je suis rhumatologue, mais cela m'afflige que mes collègues ne s'intéressent pas, malgré le fait que l'hyperlaxité des articulations est un phénomène rhumatologique. En général, il s'occupe des maladies inflammatoires, mais ce sont les malades qui souffrent dans ce diagnostic définitif. Sans diagnostic définitif, sans traitement correct et souvent sans réception avec compassion. Je me demande souvent pourquoi est-ce que nos patients sont traités ainsi, sont négligés. Par contraste avec des gens souffrant d'autres maladies. Je crois qu'il y a plusieurs explications. Celle qui m'intéresse le plus se trouve dans l'histoire de SED. Ça aussi, oui, merci. Ça va. Non. Je vais parler du syndrome d'hyperlaxité articulaire. Parce que ça, c'est le syndrome qui occupe les rhumatologues avec tous les autres médecins, sans doute. Le problème arrive au début de ce syndrome,
parce qu'en 1967, c'était publié dans le Annals des Rheumatic Diseases, cette définition. C'est la présence des symptômes musculo-squelettiques en présence d'hyperlaxité chez les sujets autrement normaux. Et ça, c'est le problème. Mettre la définition comme ça, disons que les malades ne sont pas malades du tout, ils sont des gens normaux. Et c'était une erreur qu'ils ont fait à cette époque-là, qui a fait beaucoup de problèmes pendant les 40 ans qui sont passés depuis ce temps-là. Parce que ces définitions, cet concept que les gens sont normaux, hyperlaxes peut-être, mais en essentiellement normal, ça a installé en concret dans l'esprit des médecins depuis ce jour-là. Et c'est pour ça que non seulement les rhumatologues, mais surtout les rhumatologues pensent que c'est une maladie mineure, une maladie pas sérieuse, une maladie qu'il peut négliger. Mais depuis ce jour-là, on a appris beaucoup. Dans ce diapositive, on voit à gauche le syndrome hyperlaxité, produit des rhumatologues, et à droite, vous avez le syndrome Ehlers-Danlos 3, produit des généticiens, qui, comme vous voyez, était publié presque la même année, 67 ou 68. Et si on suit l'histoire de ces deux spécialités depuis cette époque, on voit que aussitôt que le temps mène, les syndromes sont regardés de plus en plus similaires. Et c'était jusqu'en 2009 que Tinkle, avec ses collègues, ont écrit dans la littérature que c'est impossible de différencier entre les deux. Malheureusement, pendant ces 40 ans, les rhumatologues ne parlaient pas aux généticiens et les généticiens ne parlaient pas beaucoup aux rhumatologues. Et ils travaillaient, ils font les recherches, mais ils ont reconnu la similarité, peu à peu. Mais le syndrome d'hyperlaxité a changé énormément depuis les années 60. Dans les années 60, au début du syndrome, on trouvait la douleur, instabilité des articulations, et c'était assez simple. C'est un problème des articulations seulement, et ce n'était pas grave. Mais peu à peu, on a regardé un changement avec les effets de la maladie. Comme vous voyez ici, tous les 10 ans à peu près, on a trouvé des autres aspects ajoutés à la maladie. Dans les années 70,
on a remarqué le chevauchement avec les autres maladies héréditaires tissu conjonctif comme Marfan avec la Ehlers-Danlos. À peu près les 80, l'observation que le prolapsus utérin était partie de complexe. 90, le syndrome douleur chronique a été publié et suivi par l'association qui est très très importante avec l'anxiété et des problèmes phobiques. Chaque temps, on a vu d'autres aspects qui n'étaient pas connus avant. Après la fin du siècle, la dysfonction autonome et après suivi par la dysmotilité, suivi par la fin de 2010, il était apparent que le handicap progressif est un très très important aspect de la maladie qui 40 ans avant ont été traités par un problème mineur. Malheureusement, cet changement de concept n'était pas accepté par tous les médecins, tous les spécialistes, certainement pas tous les rhumatologues. Et en général, on emploie la définition des 67. Et c'est très mauvais parce que ce sont les malades qui souffrent. Depuis 2010, nous avons aussi encore des complications pas connues avant. Je parle ici du triade de malformation de Chiari avec l'instabilité crânio-cervicale et la moelle attachée. Et aussi, depuis même ça, on ajoute maintenant une influence immunologique avec l'activation des mastocytes. Comme vous voyez, c'est maintenant pas une maladie mineure, mais un problème multisystémique et très complexe. Ça veut dire que le traitement dont le professeur Armenet a parlé avant, le traitement devient de plus en plus complexe parce que la maladie qui atteint tant d'aspects de la santé, qui attaque tant de systèmes du corps, demande traitement de tous ces aspects. Si on parle maintenant d'une équipe thérapeutique pour le CED, il faut constater une équipe assez grande, assez complexe. Et j'ai donné ici un précis de l'équipe. Avec ça, je vais terminer l'introduction pour que nous pouvons entendre tous les parleurs qui suivent. Merci beaucoup.